Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui précède Noël. Je voudrais vous souhaiter tous mes vœux pour vous, pour votre famille, pour votre réussite professionnelle bien sûr, pour vos enfants si vous en avez. Vous souhaitez toutes sortes de choses que vous attendez, que vous espérez. Je n'ignore pas le rôle important que joue pour vous la recherche d'un épanouissement professionnel. C'est ma tâche principale, c'est d'essayer de vous accompagner dans ce parcours qui consiste à trouver le job, j'ose pas dire de vos rêves, car les marchands de rêves ne sont pas une bonne image, mais en tout cas le job fait pour vous, le job idéal, c'est le terme que j'emploie, celui qui correspond aux 4 composantes dont vous vous souvenez: votre compétence, votre personnalité, également vos passions, celles que vous allez retrouver dans le parcours que vous avez fait, et enfin le marché auquel vous allez vous confronter, le marché qui dit s'il veut de vous ou non, dans telle fonction ou non, et à tel prix. Ces considérations de marché sont vitales. Tout l'objectif de Happy Job Consulting et de moi-même, c'est de vous adapter au marché en optimisant vos chances de succès et en utilisant tout votre potentiel, pas seulement vos compétences techniques, d'ailleurs vous en avez plusieurs, mais aussi vos compétences de personnalité, de relationnel, très important pour l'entreprise. C'est plus de la moitié de la compétence de quelqu'un. Alors, comme notre prochaine réunion sera début janvier, j'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux, et comme je suis très intéressé aux choses pratiques, je vous recommande de faire comme le petit écolier, de faire dans les premiers jours de l'année, vos résolutions pour l'année prochaine. C'est-à-dire de revoir vos priorités, revoir le chemin que vous avez parcouru, de l'auto-évaluation jusqu'aux résultats obtenus, que vous preniez vos résolutions et vos priorités pour l'année prochaine, de façon concrète. Vous avez vu, je vous ai parlé comment établir ces priorités. Il faut répondre à quoi, quand, comment, avec qui, avec quels moyens. Si on ne répond pas à ces questions, on a juste fait des déclarations. Et les déclarations, c'est sympathique, mais enfin, ça ne va pas très loin. Alors, reprenons le programme que nous étions fixé pour aujourd'hui. Il est chargé. J'espère qu'il vous intéressera. Il part de ce constat que vous avez probablement fait votre auto-évaluation, que vous savez maintenant, en plus de vos compétences, quels sont les atouts psychologiques sur lesquels vous pouvez jouer. Ensuite, vous avez vu quelles étaient les lignes rouges qu'un poste nouveau ne doit pas franchir. C'est normal. Ce sont vos valeurs, c'est votre éthique, c'est votre considération pour autrui. C'est un ensemble de valeurs morales qu'on vous a inculquées et avec lesquelles vous êtes d'accord profondément à l'âge adulte. Vous avez, je l'espère, déjà en tête vos cibles, et je sais que c'est difficile d'établir des cibles. Il faut les établir dans vos divers domaines. Vous pouvez prendre 10 entreprises dans votre domaine exactement de votre compétence, mais les entreprises que vous jugez meilleures que celles où vous êtes maintenant, une dizaine d'autres ou plus d'entreprises dans votre domaine où vous pensez que votre relationnel, vos qualités de leadership pourront exercer de façon profitable, avec une adaptation et peut-être même une formation. Et puis, des domaines peut-être
2, 3, 5, je ne sais pas, vous vous sentirez plus passionné parce que l'ambiance sera bonne, le produit correspondra à des passions profondément ancrées en vous. Par exemple, vous êtes dans les produits de consommation, vous aimez le sport, envisagez toutes les sociétés de sport. Finalement, c'est de la consommation, le monde du sport. On n'y pense pas toujours. Si vous aimez la communication, envisagez pas seulement le métier de journaliste, mais vous avez les métiers de lobbying, les métiers de communication de crise, les métiers dans les agences de publicité, ils se diversifient dans tous ces secteurs-là pour garder les clients qui servent dans la publicité, qui leur apportent beaucoup d'argent, mais qu'ils ne veulent pas perdre, donc ils se les fidélisent par des services qui à l'origine étaient annexes, mais qui deviennent très importants maintenant. Un métier qui s'est développé considérablement, c'est le métier des conférences. Songez, moi j'ai vu les premières séances du forum de Davos. On n'était pas très nombreux. Maintenant, c'est devenu une véritable institution. Tous les chefs d'État, les premiers ministres veulent passer pour qu'on les voie. Et ça passe à la télévision, et on fait passer le président du forum de Davos, qui pose les problèmes depuis, ça fait 35 ans, 40 ans que ça dure. Il y a aux États-Unis un autre forum, il y en a un à Saint-Pétersbourg, et je crois qu'en Chine, ils développent un petit peu ce genre d'activité. Donc, je vous conseille d'être très ouvert dans cette période de Noël et de Jour de l'An, et d'essayer d'imaginer des mondes nouveaux. Presque dans un état poétique et de folie, il faut se concevoir comme un être nouveau qui va avoir une nouvelle configuration de travail, qui va chercher le bonheur au travail. Le bonheur, ce n'est rien d'autre que l'adéquation de son activité à sa forme de pensée. Ce n'est pas un truc très compliqué. C'est très dur à réaliser, mais c'est très simple à imaginer. Quels sont les secteurs où vous avez la possibilité d'émerger et de remplir pleinement la fonction dans l'année qui vient. Alors, reprenons les thèmes de la réunion d'aujourd'hui. Ce webinaire est très complet. J'ai mis comme sujet, un sujet qui a déjà été abordé, les 7 qualités menant au succès que doivent posséder ceux qui recherchent leur futur job. Alors, on va les reprendre très rapidement parce que ça a déjà été abordé, mais simplement mettez une petite croix si vous avez cette qualité ou si vous devez travailler pour vous améliorer. Alors, la première qualité, avions-nous dit, c'est la capacité d'adaptation, la capacité d'agilité, la capacité d'être adaptable, l'adaptabilité. Parce que on est très souvent, sans faire de long discours sur le sujet, on est souvent sclérosé. On a les œillères sur une voie et on ne veut pas en changer. On croit que le monde sera toujours comme ça. C'est pas vrai. Le changement est ce qui est le plus enrichissant. Mais il ne faut pas changer pour n'importe quoi. Et il ne faut pas être instable non plus. Mais la première qualité que recherchent en tout cas les recruteurs, c'est est-ce que cette personne est adaptable, est-ce qu'elle est flexible, ou est-ce que c'est une personne psychorigide, comme un vieux bout de bois qui ne peut que casser, mais qui ne plie jamais, parce qu'ils veulent recruter quelqu'un pour un poste dans une autre ambiance, dans un autre environnement, peut-être même avec des produits différents, une distribution différente, des politiques différentes. Ils ne veulent pas que tous les matins on dise ça se passait comme ça dans l'autre entreprise, je vois que vous faites, c'est pas du tout la voie qu'il faut,
Ils donnent des leçons à leur entourage, ils veulent éviter de faire entrer quelqu'un comme ça dans leur maison, dans la proximité en tout cas. Donc, première qualité, l'adaptabilité. La deuxième qualité, c'est est-ce que au cours de votre carrière, vous avez prouvé que vous pouviez apprendre. Vous avez à un moment donné appris. Ce n'est pas qu'à l'université qu'on apprend, mais sur le job, on apprend. Est-ce que vous avez démontré que vous pouviez apprendre? Maintenant, on passe 10-15% de son temps en formation dans les sociétés les plus évoluées. Le budget formation d'une entreprise est considérable. Les grandes entreprises ont même des universités qui leur appartiennent, qui sont des programmes établis par d'autres universités, bien sûr, mais qui enseignent le monde de cette société aux cadres anciens et nouveaux, les deux. C'est d'ailleurs des opportunités de faire connaissance dans un cadre agréable avec des collègues déjà établis lorsqu'on vient d'arriver. Il faut saisir toutes les occasions de formation que vous offre une entreprise. Alors, j'ai indiqué déjà l'agilité et la flexibilité. Ça rejoint un peu l'adaptabilité. Mais c'est une attitude générale. Ensuite vient la tolérance. J'ai fait un papier que je vous remettrai sur le succès en entreprise. Comment on réussit? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a un truc? En tout cas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La première des choses, c'est la tolérance. C'est ne pas juger trop rapidement les personnes. Tout le monde a des qualités. Il faut identifier les qualités de ses collaborateurs et ne pas toujours chercher la petite bête, la critique, qui est irréversible souvent. Une autre qualité que recherchent les gens, c'est l'ambition. Ne croyez pas qu'on se dit, il veut ma place, il veut tout dominer, il prend ce poste, mais c'est pour faire autre chose, c'est un tremplin vers un autre poste. Non, ils veulent des personnes, les recruteurs veulent des personnes ambitieuses. Je me souviens avoir recruté pour General Electric. Je présentais un directeur commercial en Hollande, de Philips. Et je me souviens que le recruteur, qui était un directeur des ressources humaines, qui couvrait le territoire européen pour cette immense société, avait dans sa fiche de notes, il y avait une question: quelle est la limite de poste que vous confieriez à cette personne? Et il avait répondu: sans limite, peut devenir CEO de l'entreprise. CEO veut dire Chief Executive Officer, c'est-à-dire président. Ça m'avait un peu étonné, parce qu'il avait 35 ans, il était un bon directeur commercial, mais on avait détecté qu'en lui, il y avait des éléments de leadership, des éléments de contrôle personnel, des éléments de flexibilité, d'adaptabilité, de coachabilité, tout ce que je viens de dire, était présent, et que donc son avenir était illimité. Alors après, les opportunités doivent exister. Donc l'ambition est un élément très positif. Si on vous interroge sur vos ambitions, n'hésitez pas à dire un jour, j'aimerais créer ma propre entreprise de finance, de marketing, de produits de grande consommation, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le dire. Vous pouvez dire c'est une ambition pas réalisable. En tout cas, en l'état, je suis très content d'avoir un poste de directeur de marketing dans une entreprise. Alors, j'avais indiqué, lorsqu'on a parlé de ce sujet, sur lequel je reviens aujourd'hui, que la curiosité est une des qualités essentielles que cherchent les recruteurs, qu'ils soient directeurs généraux ou directeurs de ressources humaines. La curiosité est la base de la science, c'est la base de toute connaissance, c'est la base de toute progression. La curiosité dans les rapports humains, la curiosité joue sur les produits. Il faut être curieux, poser aux épiciers
pourquoi tel produit ne se vend pas, pas en tant que passant, mais en tant qu'homme de marketing, c'est la base même du marketing, la curiosité. Mais à tous les niveaux et dans toutes les fonctions, la curiosité est quelque chose d'essentiel. Alors évidemment, ce n'est pas à vous que je dirais qu'une des qualités essentielles qu'il faut avoir, c'est dominer la communication digitale. On est bientôt à quelques minutes de 2020. Celui qui ne peut pas communiquer en digital est handicapé. Pas seulement parce qu'il ne peut pas voir les films, les séries télévisées sur son ordinateur lorsqu'il est dans le train, mais surtout parce qu'il faut qu'il puisse dialoguer sur des sujets souvent complexes, de statistiques, des sujets financiers, des sujets de stratégie, et il faut qu'il puisse connaître les logiciels principaux de communication digitale. Alors le point pour moi très important, c'est l'empathie. J'en ai parlé la dernière fois lorsqu'on a évoqué ce sujet. Alors l'empathie, ça ne s'apprend pas. Mais il y a des façons de se comporter qui peuvent mener vers l'empathie. Tout le monde a en soi un minimum de sens social. Même les gens les plus solitaires, si on les prend autrement qu'à rebrousse-poil, ont un côté où ils sont prêts à sourire. Il faut peut-être les atteindre par l'humour, il faut les atteindre par le leadership, c'est un des moyens. Quel que soit le point d'entrée de l'empathie, on peut parler de la famille. Avez-vous des enfants? Quelles sont les difficultés pour les élever? Est-ce qu'ils réussissent bien leurs études? Que faire quand ils redoublent? Ou bien, dans une matière, ils sont en retard. Moi, j'ai utilisé, vous échangez des tuyaux, j'ai utilisé un professeur de maths pour faire rattraper un retard de connaissances qui bloquait un enfant. L'enfant, c'était moi. Je n'arrivais pas à comprendre les proportions. C'était en classe de troisième, quatrième ou troisième, je crois que c'était en troisième. On faisait les relations entre en algèbre, on faisait les proportions. Ça ne marchait pas, les équations. J'ai pris un prof de maths que mes parents m'ont fait aller voir, et ça s'est très bien passé. Il est d'ailleurs devenu professeur de philosophie après. Et je l'ai eu comme professeur de philosophie. L'empathie joue. Alors l'empathie, chacun a sa méthode. Je crois que la méthode la plus simple, c'est un peu d'humour de temps en temps, et pas toujours. Et poser des questions personnelles qui ne sont pas trop graves, qui n'empiètent pas sur la vie privée des gens. J'espère avoir abordé ce premier point qui a fait l'objet d'une communication récente. Je tiens à bien insister sur ces divers aspects. Car la réussite de quelqu'un, vous en rendez compte, tient 80% à la psychologie et 20% à la compétence. Certes, on veut la compétence, c'est une première étape, et après, ce qui joue et qui différencie, c'est le relationnel psychologique, l'empathie et les qualités que je viens de décrire. Abordons le sujet numéro 2, qui était sur notre programme. Le rappel des fondamentaux sur ce qu'est le succès en entreprise. Pourquoi c'est intéressant? Parce que d'abord, vous allez être jugé sur votre succès ancien. Donc, vous saurez les critères du succès et donc vous pourrez orienter les réponses vers ces critères-là. Mais ce n'est pas ça seulement. Si vous prenez un poste, c'est pour réussir. Donc, vous cherchez un poste où vous allez réussir. Connaissant un peu les critères, ça va orienter votre sélection vous aussi. Et puis, vous allez voir dans le passé des éléments, des choses que vous avez faites ou pas faites, ou des expériences
où on peut considérer que c'est une réussite. Et ça, vous pouvez le mettre de côté pour illustrer les conversations que vous aurez avec des recruteurs. Alors, le succès. Le succès entreprise, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on dit théoriquement le succès, c'est d'atteindre ses objectifs. Non, non. Il faut atteindre ses objectifs, mais ce n'est pas du tout suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Le succès, ça consiste à dépasser ses objectifs. Alors, on ne peut pas le dire, parce que c'est immoral de dire à quelqu'un, je vous donne des objectifs, mais sachez bien qu'il faudra les dépasser. Et la réalité, moi je vous le dis, et je n'ai pas peur de le dire, même si dans les entreprises on ne vous le dira pas, il faut dépasser ses objectifs pour réussir. Prenons une situation. On vous demande de faire une étude sur un produit pour un pays donné, et on vous demande de recommander un prix. À combien va-t-on vendre ce produit pharmaceutique, ce jouet, ce produit alimentaire, cette machine? Alors vous allez voir effectivement le marché, le prix des concurrents, vous allez voir vos coûts. Il faut que ça engendre une marge suffisante pour payer les investissements et réaliser les objectifs financiers. Bien. Donc vous allez fixer une fourchette de prix et vous avez fait votre travail. Un document d'une dizaine de pages, vous remettez le document, vous avez fait votre travail. Non, vous n'avez pas fait votre travail intelligemment. Car le succès en entreprise, c'est de faire plus que ce qu'on vous demande. On vous a demandé le prix à recommander, et au cours de l'étude, vous vous êtes bien rendu compte des rabais que faisaient les concurrents, les stratégies pour s'attacher à la distribution, les détails des conditions particulières que font les directions commerciales de vos concurrents. Et cet ensemble de détails qui, finalement, cumulativement, sont aussi importants que le prix lui-même, font que les concurrents ont une bonne place et que votre place n'est pas si bonne que ça. Alors vous allez donc expliquer ces conditions du marché qui sont en arrière-plan, qui sont accessoires, mais qui sont déterminantes pour fixer le quasi-prix. Il y a le prix, puis il y a un prix annexe, qui sont les avantages divers et variés que peuvent donner vos concurrents. Ainsi, vous allez exposer à votre supérieur et au supérieur de votre supérieur l'environnement stratégique qui entoure la fixation des prix, qui n'est qu'un élément d'un ensemble. Alors vous avez des patrons qui n'aiment pas qu'on s'écarte. On vous a demandé quelque chose, faites-le. C'est un peu psychorigide. En général, les patrons raffolent de ces détails, car c'est ces détails qui sont stratégiques, expliquent la part de marché et la réussite de l'entreprise véritablement. Alors, vous voyez la nuance entre réussir et réussir. C'est pas seulement atteindre ses objectifs, c'est les dépasser. Et puis, réussir en entreprise, c'est également éviter les erreurs avec ses collaborateurs. Ne pas leur donner le crédit, ne pas les informer, ne pas participer avec eux à l'élaboration de la solution, tirer la couverture à soi. Bref, toute une série d'attitudes qui sont contraires à l'empathie et contraires à la motivation.
j'ai développé dans cette note, que je vous recommande de lire, une dizaine de recommandations pour le succès en entreprise. Je recommande par exemple de ne pas trop se confier sur sa vie privée, sur les détails de sa vie privée, un peu, mais pas trop, de faire à petite dose. J'insiste beaucoup sur une maxime du penseur chinois Lao Tzu qui disait l'homme est le maître de ses silences et l'esclave de ses paroles. Quand on a trop dit, quand on a jugé de façon péremptoire quelqu'un, quand on s'est engagé un peu trop, c'est fini. Tout le monde va le répéter, ça devient votre engagement, et vous ne l'avez pas tenu, et vous avez une réputation de personne pas sérieuse. Voilà. C'est un chapitre important. Le succès en entreprise, c'est un certain nombre de critères qui sont quantitatifs parfois, qualitatifs le plus souvent, c'est-à-dire d'atteindre tel objectif, telle organisation, tel recrutement, telle étude, telle acquisition de clients, etc. Ça, ce sont des critères, un mélange de quantitatif et de qualitatif. C'est de les dépasser, c'est de communiquer et de diriger intelligemment ces relations de façon positive avec ses subordonnés comme avec ses supérieurs. Il faut éviter qu'on dise de vous, vous êtes fort avec les faibles et faible avec les forts. Il faut que ce soit exactement l'inverse. Il faut être fort avec les forts et sympathique avec les faibles. Il faut aussi montrer qu'on fait évoluer les gens autour de soi, qu'on les fait avancer, qu'on essaye d'arranger leurs problèmes. C'est la meilleure source de leadership possible. Je joindrai cette note sur la réussite en entreprise avec les critères et quelque chose de plus détaillé. Nous n'avons pas le temps, au cours de ce webinaire, d'aller trop dans le détail. Troisièmement, je crois que j'ai déjà abordé le sujet, les qualités de personnalité que recherchent les recruteurs. Ça, j'ai développé 7 qualités que doivent posséder ceux qui recherchent un futur poste. On peut ajouter à cela les qualités de véracité et d'authenticité. Ça, c'est des qualités essentielles. Ne pas raconter des expériences qu'on n'a pas vécues, ne pas augmenter les pourcentages de réussite qu'on a eus, de ne pas inventer des expériences qui ont produit des résultats mirobolants, alors que ce n'est pas le cas. Il faut savoir que le monde de l'entreprise est très sophistiqué, tout le monde est au courant de tout. À terme, il suffit d'appeler quelqu'un et il vous donne votre histoire véritable. Et de quoi avez-vous l'air si on vous confronte à des témoignages qui sont contraires à vos dires? Alors, dernier point, avant de se poser les questions plus proches du métier, pourquoi faut-il connaître la stratégie d'entreprise de son futur employeur? C'est extraordinairement important. À tous les niveaux de l'entreprise, il faut qu'on connaisse la stratégie. Je me souviens être allé dans une entreprise à New York qui était American Home Products, qui à l'époque était la première société pharmaceutique du monde. Elle ne l'est plus, elle a évolué dans d'autres sociétés, je crois qu'elle est la deuxième ou la troisième. Les noms ont changé et les fusions ont fait que les numéros 1, 2 et 3 s'interchangent. À l'entrée, il y avait un homme à l'accueil, qui était d'une ancienne génération, il devait avoir plus de 50 ans.
Je lui ai demandé comment va la société, parce que j'attendais quelqu'un. Et il connaissait le prix de l'action, il connaissait la stratégie de la société qui était de faire des acquisitions dans tel domaine. Il ne parlait qu'à son niveau, évidemment. Mais il était au courant de l'évolution de l'entreprise et de ce que faisaient les gens dans l'entreprise. C'est essentiel. Et vous devez être au courant de ce qui se passe dans votre entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie d'entreprise? On connaît la stratégie militaire, on connaît les stratégies des échecs, c'est un jeu passionnant de stratégie et de tactique. Et en entreprise, la stratégie, c'est l'ensemble des moyens, des politiques, des finalités qui, de façon cohérente, permettent à l'entreprise d'optimiser sa place sur le marché et sa rentabilité. C'est un ensemble cohérent de politiques et de pratiques qu'il faut connaître votre place dans l'entreprise. Une entreprise a une stratégie quand elle choisit des marchés sur lesquels elle veut réussir. On ne peut pas être en même temps sur les voitures de luxe et sur les voitures populaires. Si on fait toutes les voitures, tout le monde, on est en concurrence avec tout le monde et on ne fait qu'une réussite moyenne. En revanche, si on se consacre tous ces efforts, toutes ces ressources à un type de marché, par exemple les cadres, les professionnels, ou les paysans, à ce moment-là, on est le meilleur dans ce marché et on a une véritable rente. On a créé une véritable rente et une véritable marque. Et être l'ami de tous et de rien en même temps, c'est pas sérieux. Donc il faut lire la stratégie d'entreprise. D'abord, quand vous êtes employé dans une entreprise, pour donner un sens à votre travail. Puis il faut aussi que pour toute entreprise qui va vous interviewer, vous ayez compris la stratégie. Et si vous ne la comprenez pas, il faut poser la question. C'est une bonne question à poser. Aux recruteurs, ça montre le niveau auquel votre esprit fonctionne. Si la question, quand on vous pose une question sur l'entreprise, vous dites oui, j'ai une question encore à poser, où se trouve la cantine et quel type de repas y sert-on? Ça vous situe vraiment tout à fait en bas de l'échelle. Et si vous dites, j'ai noté que vous aviez éliminé tel type de produit de votre gamme, ça correspond à quelle stratégie? Et on vous donnera l'explication et vous apprendrez quelque chose. Donc, je recommande très vivement de connaître la stratégie d'entreprise avant de contacter un futur employeur ou d'avoir un entretien de recrutement. Question suivante, celle-là est plus classique. Mon auto-évaluation est-elle claire? Comment me présenter à un recruteur? Voilà les questions qui ont été posées par certains d'entre vous. Quels obstacles se sont posés, etc. On va voir chacune des questions et on va y répondre. Jean-Philippe a posé une question. Quelle méthode dois-je suivre pour développer de nouvelles cibles? Il a raison de poser cette question. Évidemment, c'est la partie 2 de la formation. C'est central. Les gens sont un peu interloqués quand ils ont fini leur auto-évaluation. Ils disent, je suis capable de faire ça, je fais ça, j'ai tel objectif, j'ai telle passion, voilà ce que je préfère. Ils ont affiné leur évaluation personnelle et ils savent ce qu'ils veulent. En fonction de ça, ils se trouvent devant un mur qui est, il y a 1 million d'entreprises. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai donné des voies de sortie.
il existe des listings d'entreprises régionales, nationales, par secteur, par géographie, et vous pouvez aller puiser dans ces listes les cibles que vous préférez. Vous pouvez aussi segmenter, ce qui est la façon la plus logique de procéder. Segmenter comment? Segmenter par secteur professionnel, en dégradé à partir de votre compétence, comme je l'avais indiqué la dernière fois. Toute entreprise a un secteur en amont et en aval, du fournisseur et de la distribution. Puis il y a en parallèle, il y a des fournisseurs de substitution à votre produit et à votre secteur. Ça provoque des tas d'entreprises. Et cette liste, il faut en choisir au moins une dizaine ou une vingtaine qui soient dans votre domaine, dans votre secteur que vous connaissez bien, le secteur de proximité. Il faut en prendre une dizaine ou une quinzaine qui sont de votre région, qui ne sont peut-être pas dans le domaine exact qui est le vôtre aujourd'hui, mais qui sont locales et où vous pouvez bénéficier d'un capital confiance et avec une formation, vous pouvez apprendre cette entreprise. Pas que ce soit trop éloigné aussi, bien sûr. Et puis dans votre domaine de passion, si vous en avez, ce que j'espère, il y a peut-être une ou deux entreprises qui entreraient dans cette voie. Par exemple, vous pouvez avoir la passion de l'Asie et souhaiter vivre en Thaïlande, à Singapour, et avoir un poste dans ces pays-là. Il y a des sites qui vous permettent de faire des listes cibles efficaces. Et ça dépend de vos secteurs. Je vous engage à me contacter si vous avez la moindre difficulté. Il y a aussi des entreprises qui recrutent. Il y a des listes d'entreprises qui recrutent. Je ne sais pas comment ils calculent ça, sur le nombre d'annonces de nouveaux postes. J'espère avoir bien répondu à la question du ciblage. Je suis à votre disposition pour vous aider à cibler dans votre cas. Alors, la deuxième question, c'est Catherine. Est-ce que je dois faire figurer ma liste de références sur mon curriculum vitae? Moi, je ne suis pas favorable. Je crois que c'est tenter le diable. On ne sait pas, dans une première approche, quand vous avez remis votre CV, si vous allez être recruté. Et on va donc déranger quelqu'un pour prendre une référence, alors qu'il n'y a peut-être pas de proposition. Donc il ne faut pas que le CV qui circule partout contienne des éléments d'information de ce type. Sinon, les gens peuvent appeler pour d'autres raisons et ça peut être gênant. Il y a d'autres pays où c'est différent. Mais la pratique que je recommande, c'est de ne pas le mettre. D'ailleurs, les références s'induisent de la carrière de quelqu'un. Très souvent, j'appelle des personnes hors référence pour avoir des renseignements d'un subordonné ou d'un supérieur hiérarchique à qui je demande des renseignements beaucoup plus authentiques que si je m'adresse à deux copains qui ont joué le jeu, l'un du départ, l'autre est resté. Et les références peuvent être dangereuses de temps en temps. Donc j'ai remarqué que quand on demande des renseignements à quelqu'un, c'est ses relations avec vous qui sont en jeu et non pas la référence elle-même. Je vous citerai aussi le cas d'une prise de référence
qui a ruiné une candidature. Il cherchait à la ruiner. D'ailleurs, je ne l'ai pas écouté, j'ai recruté la personne quand même. Il y avait un débat, un mécontentement entre les deux personnes et c'était irrémédiable, ils ne s'entendaient pas. On a tenu compte de ça et on a recruté la personne. Alors il y a Yves qui demande, vous parlez de rédiger une lettre de motivation qui tienne l'attention du destinataire. Pouvez-vous me donner des exemples et une méthode à suivre? Alors il y a beaucoup de vidéos YouTube sur ce sujet, mais l'idée est la suivante. Vous avez deux objectifs dans la lettre de motivation. Vous devez répondre à la question, suis-je compétent pour rentrer chez vous et qu'est-ce que je vais vous apporter? Et la deuxième question, pourquoi je suis intéressé à entrer chez vous particulièrement et non pas une autre entreprise? Donc, il faut donner les deux. Moi, je pars du principe qu'il faut parler de différenciation. Il faut parler de vous comme si vous étiez différent. Et ce qui va vous permettre de le faire, c'est l'auto-évaluation où vous avez identifié ce qui était différent, ce qui vous était propre. Vous allez reprendre la quintessence de ça et écrire une lettre en disant « Je suis un tel, voilà mes réalisations principales, j'ai fait pour telle société ceci ou cela, j'ai tel avantage, pour l'entreprise, je peux ceci, je peux... » et naturellement, vous allez décrire comme si vous écriviez à un ami. Ce sera pas on ne dévoilera pas des sentiments d'affection et d'amitié, mais ce qu'il faut, c'est aller directement dans le mille et dire voilà ce que je peux apporter à votre société. Et de façon concrète. Hein, quoi, qui, quand, comment. Hein, et pour quelle raison vous proposez cela? C'est très important d'être direct, d'être rapide, d'être synthétique, si vous désirez attirer l'attention, parce qu'ils reçoivent une quinzaine de lettres par jour, comment voulez-vous qu'ils retiennent la vôtre? Donc, il faut un peu de charme, un peu de personnalisation forte. Il faut y réfléchir, c'est très important. Alors, en ce qui concerne la partie qu'est-ce que je peux, non pas qu'est-ce que je peux apporter à votre entreprise, mais pourquoi je suis intéressé par votre entreprise particulièrement. Ça, c'est plus facile, parce que vous savez pourquoi vous l'avez obtenu, quelles sont les qualités de l'entreprise pour vous, et qui justifient que vous entriez dans ce recrutement. Il y a un grand nombre de formations qui abordent ce sujet, et même qui donnent des lettres types. Udemy avait une formation qui couvre ce sujet. Je crois qu'il n'y a pas de modèle. Il y a aux États-Unis une firme qui vend ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire des lettres toutes faites. C'est dangereux, parce que les situations ne sont pas les mêmes. Donc il faut vous identifier, que vous la lisiez à quelqu'un de proche, votre épouse, un de vos enfants, un ami, pour voir si la lettre est vraiment personnalisée, différenciante et intéressante. Je reçois des dizaines de lettres de motivation qui sont épouvantables, elles sont toutes les mêmes. On a été un industriel, un ingénieur qui a fait des transformations d'entreprise avec succès, etc. On ne sait pas ce que c'est. Si vous dites concrètement ce que vous avez fait, base.
Si la personne a besoin de ça, elle va avoir l'hameçon.